3 tonnes d'or ont circulé sans bruit et l'équation économique du Sahel a bougé d'un cran. À l'extérieur, on promettait un choc brutal et rapide. Sur le terrain, les premiers repères dessinent plutôt un écart durable entre alarmisme dominant et stabilité mesurable, assez pour dérouter analystes et institutions. Que signifie, pour vos décisions et vos convictions, cette divergence concrète évoquée par Ibrahim Traoré, ici et maintenant? Quand la comptabilité change, l'équilibre régional peut changer aussi, plus vite qu'un cycle fiscal, en déplaçant la frontière entre souveraineté et discipline de marché. La promesse de cette analyse est simple, vous donner des clés de lecture fiables pour comprendre pourquoi les prévisions internationales et les réalités sahéliennes ont divergé, et ce que cet écart change réellement dans l'évaluation des décisions publiques. Le bénéfice est concret. Disposer d'un cadre pour interpréter des chiffres contradictoires sans céder ni à l'enthousiasme automatique ni au rejet réflexe. L'enjeu dépasse largement l'épisode technique des 3 tonnes d'or. Ce qui se joue ici touche à la manière dont une décision administrative apparemment neutre peut modifier en profondeur l'équilibre entre souveraineté économique et discipline de marché en moins d'un cycle fiscal. Si l'on se contente des narratifs extérieurs, toute intervention accrue de l'État annoncerait rupture, fuite des capitaux ou effondrement productif. Or, les premiers signaux observables invitent à une lecture plus nuancée. Dans cette zone grise, la méthode défendue par Ibrahim Traoré ne cherche pas la confrontation directe. Elle s'appuie sur la mesure, la vérification et la cohérence des données, transformant un débat idéologique en problème analytique. C'est cette bascule méthodologique que nous allons examiner pas à pas. Les chiffres ont démenti le scénario dominant plus vite que prévu. En 2025, le Mali a déclaré 67 tonnes d'or, un niveau supérieur aux projections qui annonçaient une contraction imminente du secteur après le durcissement administratif. Ce simple écart a suffi à fissurer des modèles prédictifs largement partagés, fondés sur l'idée qu'un contrôle accru provoquerait mécaniquement une chute des volumes. Ce constat chiffré ne signifie pas que le contexte soit devenu favorable ou expansif. Il indique plutôt une continuité opérationnelle inattendue dans un environnement jugé fragile. Les chaînes d'extraction et de traitement n'ont pas été interrompues. Elles ont absorbé la pression réglementaire sans rupture majeure. Autrement dit, le contrôle renforcé a coexisté avec la production, contredisant l'hypothèse d'un lien automatique entre intervention étatique et effondrement productif. Pour comprendre cette divergence, il faut replacer l'épisode dans une séquence plus large. Les prévisions internationales reposaient sur des calendriers financiers et des hypothèses standardisées, peu sensibles aux ajustements progressifs observables sur le terrain sahélien. A l'inverse, les administrations locales ont commencé à produire leurs propres données, réduisant leur dépendance aux rapports fournis par les opérateurs. Ce déplacement méthodologique a modifié la nature même du débat. On ne spéculait plus sur des chocs hypothétiques, on comparait des résultats vérifiés à des anticipations contestées. C'est dans ce cadre que la référence à Ibrahim Traoré prend sens. L'approche initiée au Burkina Faso avait déjà mis l'accent sur une réforme comptable exigeant que les opérateurs rendent des comptes d'abord à l'État, selon des formats définis localement. Jugée risquée à l'époque, cette méthode a montré qu'un durcissement administratif n'implique pas nécessairement une rupture brutale. Ainsi, le mini-révélateur n'est pas la performance brute, mais le décalage structurel entre modèles externes et dynamiques observées. Ce décalage ouvre un espace d'analyse nouveau, où la mesure précède l'interprétation, et où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir un paramètre observable. Pour mesurer l'impact précoce de ce basculement, il faut quitter les tableaux agrégés et suivre des trajectoires même concrètes. L'une d'elles est celle d'un inspecteur minier malien longtemps cantonné à des contrôles formels. Avant le renforcement des audits, son travail consistait à vérifier des déclarations standardisées, rarement contestées. Avec l'arrivée d'une administration provisoire sur le site de Laguna, sa mission a changé de nature. Chaque ligne comptable devenait une question opérationnelle, chaque incohérence, un indice d'un déséquilibre ancien. La transition n'a pas été brutale. Elle s'est faite par accumulation de demandes précises, documentées, répétées. Pour l'inspecteur, la nouveauté n'était pas seulement technique.
elle tenait à la reconnaissance de son rôle. Le contrôle cessait d'être symbolique pour devenir un levier réel d'ajustement, capable d'influencer les pratiques déclaratives sans interrompre l'activité. Un second cas éclaire un autre versant. Le dirigeant d'une petite entreprise locale de maintenance industrielle explique comment son activité, jusque-là périphérique, a gagné en visibilité. À mesure que certains prestataires étrangers réduisaient leur présence, les opérateurs ont sollicité des acteurs nationaux pour assurer la continuité des services. Cette ouverture a créé des opportunités inédites, mais aussi de nouvelles exigences, délais stricts, traçabilité accrue, responsabilité contractuelle renforcée. Ces récits convergent vers un même constat, les premiers effets du changement doctrinal ne se manifestent pas dans les capitales financières, mais dans les gestes quotidiens de ceux qui appliquent et subissent la règle. C'est à ce niveau que l'abstraction se dissipe et que la transformation devient lisible. Le changement compte quand il modifie des pratiques réelles. La séquence s'ouvre par une activation discrète, presque administrative. Au Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une réforme comptable impose aux opérateurs miniers une obligation nouvelle. Rendre des comptes d'abord à l'État, selon des formats définis localement, avant toute validation extérieure. Présentée comme une mise à niveau méthodologique, la mesure déplace immédiatement les anticipations. Les marchés y lisent un durcissement annonciateur de rupture, alors que sur le terrain, les procédures commencent simplement à se resserrer. Vient ensuite la phase de montée en tension, les audits s'intensifient, les déclarations sont croisées, les exemptions héritées d'anciens accords sont réexaminées. Les projections internationales s'ajustent dans un sens pessimiste. Désorganisation des chaînes minières, ralentissement des extractions, retrait progressif des partenaires étrangers. Pourtant, les opérations continuent. Les sites restent actifs, les salaires sont versés et les flux logistiques, bien que plus surveillés, ne se figent pas. Le contraste entre discours et pratique commence à s'installer. Le point culminant survient lorsque le Mali franchit un seuil décisif. L'imposition d'un administrateur provisoire sur le complexe aurifère de Laguna est perçue, à l'extérieur, comme un raid administratif annonçant un choc imminent. À l'intérieur, l'événement fonctionne différemment. Les opérations ne s'arrêtent pas bon pas. Elles se poursuivent sous contrôle renforcé. Les audits révèlent des sous-déclarations récurrentes et des mécanismes de transfert de valeur peu transparents. Chaque correction déplace le centre de gravité du débat. La peur de la rupture cède progressivement la place à l'examen des faits mesurables. Cette phase de climax ne se traduit pas par une explosion visible, mais par une accumulation de signaux. Les raffineries locales absorbent certaines fonctions délaissées par des acteurs étrangers en retrait. Des prestataires nationaux sont sollicités pour maintenir la continuité des services. La production, loin de s'effondrer, suit une trajectoire stable. Le récit dominant, en a fondé sur l'automaticité du choc, commence à perdre de sa cohérence. La résonance apparaît dans la durée. À mesure que les audits se succèdent, les administrations produisent leurs propres données et réduisent leur dépendance aux rapports fournis par les opérateurs. Cette capacité nouvelle transforme la relation avec les marchés. Les chiffres ne sont plus seulement commentés, ils sont discutés, comparés, vérifiés. La méthode associée à Ibrahim Traoré cesse d'être perçue comme une singularité nationale pour devenir un protocole exportable, observé puis partiellement repris ailleurs dans la région. Au terme de cette séquence, la dynamique se clarifie. Ce qui devait être un choc brutal s'est transformé en ajustement méthodique. L'activation administrative, le moment de tension et la phase de résonance dessinent une même logique. La maîtrise progressive des règles et des chiffres peut redéfinir les rapports de force sans interrompre les flux essentiels. La souveraineté n'avance pas par proclamation, mais par enchaînement d'actes mesurables, dont les effets se lisent dans la continuité plutôt que dans la rupture. Le point de départ de l'analyse repose sur un contraste précis entre un point de départ attendu et un écart réellement constaté. Les projections initiales annonçaient une baisse sensible de la production aurifère malienne après le durcissement des audits et des contrôles administratifs. Or, les données recueillies sur le terrain ont montré une continuité opérationnelle qui a rapidement invalidé ce scénario. La comparaison entre anticipation
et résultats constituent le premier indice d'un changement structurel plus profond. Un premier repère chiffré s'impose par sa clarté. En 2025, le Mali a déclaré 67 tonnes d'or, un volume supérieur aux prévisions formulées avant l'intervention administrative. Ce chiffre n'indique pas une expansion spectaculaire, mais une stabilité robuste dans un contexte jugé à haut risque par les marchés. Il montre que les chaînes d'extraction et de traitement ont absorbé la pression réglementaire sans rupture majeure. En d'autres termes, l'intensification des audits n'a pas interrompu la production, elle a coexisté avec elle, contredisant l'idée d'un lien mécanique entre contrôle étatique et effondrement productif. Un second indicateur affine cette lecture. Comparé à la situation observée 2 ans plus tôt, on sait que la production aurifère malienne affiche une progression d'environ 12%. Cette hausse modérée ne relève pas d'un choc conjoncturel ni d'une intensification brutale de l'extraction. Elle suggère plutôt un effet cumulatif des corrections administratives. Clarification des flux, réduction des sous-déclarations et amélioration de la cohérence comptable. Le delta observé provient moins d'un effort productif supplémentaire que d'une meilleure captation de la valeur réellement produite. Un troisième repère concerne l'emploi, souvent absent des modèles strictement financiers. Dans le corridor de Kess, zone directement liée aux activités minières, les observations locales font état d'une augmentation d'environ 15% de l'emploi minier en 2025. Cette évolution est significative, car elle intervient dans une phase où les observateurs extérieurs anticipaient un ralentissement. Elle reflète un déplacement progressif des contrats vers des prestataires nationaux appelés à remplacer certains acteurs étrangers en retrait. L'emploi devient ici un indicateur indirect de résilience. Lorsque les opérations se maintiennent et se réorganisent, les besoins en main-d'œuvre suivent. Pris isolément, aucun de ces chiffres ne suffirait à renverser un récit dominant. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. La stabilité des volumes, la progression mesurée sur 2 ans et la hausse de l'emploi convergent vers une même conclusion. Le durcissement administratif n'a pas produit l'effondrement redouté. Il a plutôt réorienté la manière dont la valeur est déclarée, contrôlée et redistribuée. Ces données obligent à revoir certains cadres d'interprétation. Les modèles qui associaient automatiquement intervention étatique et rupture des flux se heurtent à une réalité plus nuancée. Dans ce contexte, la méthode promue au Burkina Faso, sous l'influence d'Ibrahim Traoré, apparaît moins comme une exception idéologique que comme une expérimentation empirique. Les chiffres ne racontent pas une réussite simplifiée, ils révèlent une mécanique lente, cumulative et vérifiable. C'est cette accumulation de delta mesurable, plus que tout discours, qui redéfinit aujourd'hui la lecture économique du Sahel. Les critiques du modèle sahélien avancent d'abord un argument économique cohérent. Selon eux, la récupération accrue de la valeur et la multiplication des audits fragiliseraient l'investissement à moyen terme. Et moins de capitaux étrangers signifierait moins de liquidités, donc une pression accrue sur des administrations déjà sollicitées. Les infrastructures non minières exigent une expertise technique continue, des financements lourds et une logistique stable. Dans cette lecture, le risque n'est pas idéologique mais arithmétique. Sans partenaires internationaux puissants, la soutenabilité du système serait menacée. Un second argument porte sur la vulnérabilité des chaînes de production. Les détracteurs estiment que la révision des contrats et le durcissement des contrôles peuvent provoquer une désorganisation progressive. Le retrait partiel d'opérateurs internationaux créerait des goulets d'étranglement logistiques, des tensions d'approvisionnement et un ralentissement des raffineries dépendantes de circuits extérieurs. Si à cela s'ajoute la crainte d'un climat d'incertitude administrative, peu propice aux engagements industriels de long terme. Le danger viendrait alors des effets cumulés d'une restructuration trop dense. Ces deux arguments reposent sur des hypothèses solides et ne peuvent être écartés d'un revers de main. Pourtant, lorsqu'on les confronte aux données observées, une lecture plus nuancée s'impose. Malgré les audits renforcés et les litiges fiscaux, la production aurifère malienne était restée proche de 67 tonnes en 2025. Les opérations ne se sont pas arrêtées, elles se sont adaptées.
Les salaires ont continué d'être versés. Les extractions maintenues et certaines fonctions logistiques ont été reprises localement. De plus, la progression d'environ 12% sur 2 ans et la hausse de l'emploi dans plusieurs zones minières suggèrent que la transition ne s'est pas traduite par une contraction brutale. Les chaînes n'ont pas disparu, elles se sont reconfigurées. Cela ne signifie pas que les risques soient inexistants, mais qu'ils ne se sont pas matérialisés selon les scénarios les plus pessimistes. Ainsi, le débat gagne en précision. Les critiques conservent leur validité théorique, mais les faits observés indiquent une dynamique hybride. La région n'a pas rompu avec le marché mondial. Elle en redéfinit les modalités par la mesure, la vérification et la cohérence, une approche associée à Ibrahim Traoré sans provoquer la rupture annoncée. La souveraineté ne se proclame pas. Cette phrase marque le point médian de l'analyse. Jusqu'ici, le débat opposait surtout alarmisme externe et constat empirique. À ce stade, un déplacement plus discret apparaît. La transformation n'est plus seulement économique, elle devient méthodologique. Ce qui change réellement, ce n'est pas le volume extrait, mais la manière dont la valeur est mesurée, validée et reconnue comme légitime. Lorsque les audits se sont intensifiés, rien ne s'est figé. Les administrations ont appris à produire leurs propres données, les opérateurs à documenter davantage leurs pratiques et les marchés à composer avec des chiffres qu'ils ne contrôlaient plus directement. C'est ici que l'influence d'Ibrahim Traoré prend toute sa portée. L'approche initiée au Burkina Faso n'imposait pas une rupture frontale avec les règles existantes. Elle modifiait l'ordre des priorités. D'abord mesurer, ensuite négocier. D'abord vérifier, ensuite interpréter. Ce renversement discret a modifié les rapports de force sans provoquer de choc visible. À mi-parcours, le constat devient clair. Celui qui mesure détient un pouvoir réel. Appliqué avec constance, ce principe redéfinit la trajectoire sans bruit et prépare les effets concrets observables par la suite. Le moteur caché du basculement apparaît alors sans ambiguïté. Les effets concrets de cette bascule se lisent différemment selon les acteurs concernés, mais ils convergent vers une même logique d'ajustement plutôt que de rupture. Pour les administrations nationales, le premier impact est informationnel. Les audits renforcés ont mis au jour des sous-déclarations et des clauses d'exemption héritées d'anciens cycles contractuels. En corrigeant ces écarts, l'État a gagné une capacité nouvelle, produire, avait consolidé et discuter ses propres chiffres. Cette autonomie réduit la dépendance aux rapports fournis par les opérateurs et change la posture institutionnelle. L'administration n'est plus un arbitre distant, mais un acteur doté d'outils mesurables. Cette dynamique, déjà observée au Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, s'est étendue comme une méthode plutôt qu'un mot d'ordre politique. Pour les entreprises, l'effet est plus ambivalent. Les grands opérateurs internationaux ont dû composer avec des exigences documentaires accrues, parfois perçues comme une contrainte. Certains ont réduit leur exposition, d'autres ont adapté leurs procédures. En parallèle, des entreprises nationales ont vu s'ouvrir des espaces nouveaux. Transport, maintenance, services logistiques. Des segments autrefois marginalisés ont gagné en visibilité. Cette ouverture s'accompagne d'une discipline renforcée, délais contrôlés, traçabilité exigée, responsabilité contractuelle accrue. L'opportunité existe, mais elle impose un apprentissage rapide et coûteux. Pour les ménages vivant à proximité des sites miniers, l'impact est d'abord perceptible dans la continuité. Contrairement aux craintes initiales, les opérations ne se sont pas arrêtées. Les salaires ont continué d'être versés et les activités périphériques n'ont pas disparu. Dans certaines zones, la légère hausse de l'emploi a réduit l'incertitude quotidienne. Cette stabilité relative n'efface pas les difficultés structurelles, mais elle contredit l'idée d'un choc social immédiat. Pour ces ménages, le contrôle accru n'a pas signifié l'effondrement annoncé. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences y prennent la forme d'une coordination progressive. Le Niger, observant les résultats maliens, a engagé des révisions contractuelles et exigé une transparence accrue sur les volumes exportés. La ES, initialement conçu comme un cadre sécuritaire, commence à fonctionner comme un espace de convergence méthodologique. Les pratiques se rapprochent, les formats d'audit s'alignent
et les décisions prises dans une capitale renforcent la position des autres. Cette cohérence n'élimine pas les tensions externes, mais elle réduit l'isolement de chaque initiative nationale. Pris ensemble, ces effets dessinent une même trajectoire. La transition sahélienne n'a pas produit une rupture spectaculaire. Elle a généré une série d'ajustements concrets, perceptibles à des niveaux différents. C'est dans cette accumulation d'effets pratiques que la souveraineté cesse d'être abstraite et devient une expérience vécue, discutée et mesurable. Sur les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent, non comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture conditionnelle. D'abord, envisageons un scénario de base. La continuité méthodique prévaut. Les États sahéliens poursuivent les audits et les révisions contractuelles sans accélération brutale. Les procédures se stabilisent, les opérateurs intègrent les exigences documentaires et les flux d'extraction demeurent relativement constants. Les administrations renforcent leur capacité interne tout en évitant les signaux politiques trop visibles. Dans cette hypothèse, la souveraineté comptable devient une routine opérationnelle. Alors, le risque principal n'est pas l'effondrement, mais l'essoufflement, si la discipline institutionnelle faiblit. Ensuite, imaginons un scénario plus optimiste. Une synchronisation régionale s'opère. Les expériences maliennes, burkinabais et nigériennes convergent vers des standards communs. Les formats d'audit s'harmonisent, certaines données critiques sont partagées et des équipes techniques coopèrent. L'AES évolue en cadre économique lisible. Cette cohérence améliore la prévisibilité des règles et attire des partenaires prêts à opérer selon ces normes. L'enjeu n'est pas un afflux massif de capitaux, mais la qualité des engagements. Dans cette trajectoire, l'approche associée à Ibrahim Traoré gagne en crédibilité parce qu'elle réduit l'incertitude plutôt qu'elle ne la déplace. Considérons un scénario plus tendu. Les résistances externes s'accentuent. La perte de contrôle informationnel suscite des pressions diplomatiques, des renégociations difficiles ou des signaux de désengagement partiel. Les administrations doivent alors gérer une double contrainte, maintenir la réforme tout en absorbant des tensions accrues. Le risque n'est pas un choc immédiat, mais un ralentissement lié à la dispersion des énergies institutionnelles. La cohérence interne devient décisive. Alignement des acteurs, poursuite du modèle, fragmentation, affaiblissement progressif. Ces 3 trajectoires partagent une règle simple. Si la capacité à mesurer, vérifier et publier les données se consolide, la marge d'adaptation s'élargit. Si elle se délite, les scénarios se rapprochent du qu'attendu. La recommandation n'est donc pas politique. Je mets analytique. Mesurer avant d'accélérer. C'est cette discipline qui permet de transformer l'incertitude en variable gérable, plutôt qu'en facteur de rupture. Pour le public, l'impact de cette transition ne se limite ni au bilan ni au communiqué officiel. Il se manifeste d'abord dans la perception du possible. Pendant longtemps, beaucoup ont intégré l'idée que la valeur se décidait ailleurs, validée hors du territoire, puis simplement appliquée localement. Le fait de voir des audits nationaux remplacer des rapports importés a modifié ce rapport symbolique. La souveraineté devient observable non par un discours, mais par des procédures visibles et discutables. Chez les jeunes actifs, cet effet prend une forme plus concrète. L'extension des équipes d'audit, la montée en importance des certifications et l'ouverture de formations techniques liées au contrôle des flux miniers créent de nouvelles trajectoires professionnelles. Le secteur, perçu comme fermé et dépendant d'expertise extérieure, apparaît désormais comme un espace où des compétences locales peuvent être reconnues. Cette évolution ne produit pas d'euphorie, mais un réalisme nouveau. Il existe des perspectives internes sans rupture avec le pays. Pour les entreprises nationales, la transition agit comme un test de maturité. L'accès à des contrats plus visibles s'accompagne d'exigences renforcées en matière de qualité, de délai et de traçabilité. Certaines structures peinent à suivre le rythme, d'autres s'adaptent rapidement. Dans les 2 cas, la règle change. Être intégré dans la chaîne officielle de production confère une légitimité institutionnelle qui n'existait pas auparavant et permet de se projeter dans la durée. Du côté des diasporas, le regard évolue plus lentement. La défiance ne disparaît pas, mais une curiosité attentive s'installe.
Les chiffres deviennent comparables, les décisions lisibles, les trajectoires discutables. La confiance ne s'impose pas, elle se construit par accumulation de preuves. C'est cette lisibilité progressive qui relie des réformes techniques à l'expérience quotidienne des citoyens. La consolidation de cette trajectoire repose sur une série d'étapes opérationnelles, mesurables et séquencées dans le temps. Tout commence par une première étape, renforcer les unités de contrôle interne. Les audits doivent s'appuyer sur des registres modernisés, des formats de déclaration standardisés et des outils de vérification capables de croiser les volumes presque en temps réel. L'objectif est clair, réduire l'écart entre les chiffres déclarés par les opérateurs et ceux établis par l'État. Le critère de suivi est simple et vérifiable, la diminution régulière des anomalies d'un cycle à l'autre. Puis vient une deuxième étape, investir dans les compétences. Aucun contrôle accru ne peut durer sans équipe qualifiée. Cela implique de renforcer les filières de formation liées à l'audit, à la certification et à l'analyse des flux miniers. L'indicateur pertinent n'est pas le nombre de textes adoptés, mais la part des inspections menées sans assistance extérieure. Plus cette proportion augmente, plus la souveraineté comptable gagne en profondeur. La troisième étape consiste à synchroniser les méthodes à l'échelle régionale, harmoniser les formats d'audit, partager certaines données critiques et constituer des équipes conjointes pour les contrôles transfrontaliers permet de réduire les divergences. La cohérence devient un multiplicateur de force. Des initiatives nationales se transforment alors en dynamique collective, comme l'ont montré les orientations défendues au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Et pour finir, une quatrième étape s'impose, publier et rendre compte. La transparence n'est pas un supplément politique, mais un outil de stabilisation. Rendre publics les résultats d'audit et les évolutions contractuelles consolide la confiance interne et limite l'arbitraire. Le succès se mesure par la régularité et la complétude des informations mises à disposition. Pris ensemble, ces étapes dessinent un chemin praticable. Elles montrent comment une doctrine devient un système vérifiable, perfectible et discutable, sans dépendre d'un choc ni d'une proclamation. Lorsque l'on revient à l'image initiale, celle d'un inspecteur penché sur un registre soudain devenu décisif, la logique du basculement apparaît avec netteté. Ce geste discret, longtemps relégué à l'arrière-plan des grandes décisions, s'est transformé en point d'ancrage d'une mutation plus vaste. Chaque ligne vérifiée, chaque chiffre corrigé a contribué à déplacer un équilibre que beaucoup pensaient figé. La transformation n'a pas pris la forme d'un discours spectaculaire, mais celle d'une pratique répétée, patiente et cumulative. Dans cette trajectoire, le rôle d'Ibrahim Traoré ne s'impose pas comme un symbole héroïque, mais comme un repère méthodologique. En plaçant la comptabilité au centre de l'action publique, il a rappelé que la souveraineté ne commence ni par la confrontation, ni par la proclamation, mais par la capacité à mesurer ce qui est réellement produit. Cette intuition, testée à Ouagadougou avant de résonner à Bamako et au-delà, a offert à la région un langage commun fondé sur les faits plutôt que sur les anticipations. Le motif revient alors presque intact, un bureau, des registres, une vérification minutieuse. Ce qui semblait anodin devient signifiant. La doctrine sahélienne ne s'est pas imposée par rupture, mais par précision, et c'est peut-être là sa force la plus durable. La souveraineté commence par la mesure. Au terme de ce parcours, il ne s'agit pas d'adhérer ni de rejeter un modèle en bloc. L'essentiel est ailleurs. La transition sahélienne invite à déplacer le regard, à passer d'une lecture fondée sur les anticipations et les automatismes à une analyse attentive des pratiques, des chiffres produits localement et des ajustements progressifs. Cette approche ne promet ni certitude ni confort intellectuel. Elle exige de comparer, de vérifier et d'accepter que la réalité évolue par petites corrections plutôt que par ruptures spectaculaires. Dans ce cadre, le rôle du public devient central. Poser des questions, confronter les données, examiner les limites comme les effets concrets participe autant à la solidité du modèle qu'à sa remise en cause. Rien n'est figé, tout peut être discuté, amélioré ou corrigé à partir d'éléments observables. La souveraineté, ici, ça n'est ni un slogan, ni une fin en soi. Elle devient un processus collectif,
lisible et perfectible. Face à cette méthode qui privilégie la mesure plutôt que le discours, une interrogation demeure ouverte. Quelle grille de lecture choisissez-vous d'adopter pour juger les transformations en cours, celle des prévisions rapides ou celle des faits vérifiés dans la durée ?